Amis internautes, chers téléspectateurs, merci de nous faire l'amitié de suivre avec nous l'émission L'Index, ici, l'émission sur Radio Québec Plus. Je vous remercie aussi de continuer à visiter notre page Facebook, ça nous fait énormément plaisir de vous voir si nombreux à la visiter et à, bien sûr, nous laisser vos commentaires. Ce soir, à l'émission L'Index, nous allons poursuivre nos rencontres avec les différents invités. Et ce soir, cette semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin ceux qui écoutent la radio, qui lisent les journaux, vous avez certainement entendu parler un peu de Montréal-Nord avec les événements qui ont marqué pratiquement cette fin de semaine. Les médias en ont fait des choux gras. Bien sûr, on essaye de voir pourquoi ça a dégénéré de la sorte comme ça. Une autre fois, la police de Montréal qui est impliquée. D'autres parlent de nonchalance de la police. La police, elle, bien sûr, parle de stratégie. Aujourd'hui, donc, nous avons avec nous une candidate qui veut devenir mairesse d'arrondissement à Montréal-Nord. Et ce qui la distingue un peu aussi, c'est qu'elle est impliquée à l'organisme L'Escale depuis 10 ans. Donc, elle est un peu dans le domaine social, en contact avec les jeunes, avec ce genre de problématiques. Et donc, l'avoir avec nous ce soir, ça va peut-être nous permettre un peu de comprendre Montréal-Nord et voir aussi avec elle qu'est-ce qu'elle veut faire pour cette partie de la ville, pour cet arrondissement, comme on le dit bien officiellement. Donc, je vais tout de suite souhaiter la bienvenue à Mme Christine Black. Bonsoir, beaucoup. Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous allez vous présenter à Montréal-Nord. Tout à fait. Ce qui s'est passé à Montréal-Nord, c'est quand même assez violent, de la casse. Oui. Ça nous a un peu rappelé ce qu'on a déjà remarqué dans les banlieues parisiennes, où c'est comme un symptôme d'une rupture entre les jeunes, entre une certaine partie de la population, et ce que représente l'autorité à travers la police et autres. Est-ce que la situation est aussi pourrie que cela à Montréal-Nord? En fait, je vous dirais que ce qui s'est passé cette semaine, tout d'abord, ça l'a déçu une grande partie de la population parce que les citoyens de Montréal-Nord ne se reconnaissent pas dans ce qui s'est passé. Alors, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur le terrain, parce que je suis actuellement en campagne électorale depuis déjà quelques semaines, sont très, très déçues et très amères de ce qui s'est passé. Alors, ça fait en sorte que notre communauté, dans le fond, se voit encore stigmatisée par des images de violence, des premières pages de journaux où on voit des autos en flammes. Et ça, c'est vraiment très peu représentatif de ce que notre arrondissement représente, dans le fond, pour la majorité de ses citoyens et pour moi y compris. Alors, ça fait en sorte que, justement, ça nous démontre qu'il faut continuer à travailler sur, justement, en profondeur sur les problématiques, nos enjeux sociaux qu'on vit également dans notre quartier. Mais je tiens à dire que la deuxième... En fait, cette semaine, ça s'est passé en 2 temps. Hein. Il y a eu un premier temps où on a eu 2 manifestations. Une première qui était pour souligner l'anniversaire de Frédé Villanueva et la deuxième qui était pour le décès de M. Bonny. Et ces 2 premières manifestations se sont vraiment faites dans le calme. Alors, les citoyens montréalais qui étaient là ont manifesté comme il se doit, donc respectueusement, pacifiquement. Et puis, c'est vraiment vers 21h15 que la situation a dégénéré. Donc, il y a les gens quittaient et le calme est en train de se rétablir. Et certains individus, une cinquantaine, sont restés. Et puis, à ce moment-là, se sont dirigés vers le poste de quartier. Et c'est là, finalement, que les choses ont dégénéré. Et puis, bon, c'est ça. Donc, c'est par la suite qu'on a vu tous les gestes de casse. Et pour notre arrondissement, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, tout ce qui s'est passé cette semaine. Mais là, vous me dites que les gens sont un peu déçus, sauf ce qu'on remarque. S'il y a un extraterrestre qui regarde ça de loin, il va remarquer que c'est récurrent à Montréal-Nord. Ça arrive de manière cyclique, ça revient, et c'est toujours dans un esprit d'affrontement, etc. Dans le cas justement de la victime que vous venez de citer, voilà, c'était... Est-ce que cette violence-là, est-ce qu'elle est liée seulement à cette jeunesse un peu rebelle, un peu inadaptée, mal intégrée, etc., ou est-ce qu'il y a réellement des conditions de vie qui sont pénibles dans cette partie de la vie? En fait, là-dessus, ce que je vous dirais, c'est qu'à Montréal-Nord, on a une communauté très hétérogène. Donc, ça dépend vraiment de quel secteur on parle.
Parce qu'on a des secteurs, si on passe au boulevard Gouin, où les gens ont des grosses maisons et ils sont beaucoup plus à l'aise. Et on a des secteurs comme le secteur nord-est où l'intervention policière a eu lieu, et également où les autos en flammes étaient, où c'est un quartier qui est reconnu et réputé. On le sait, nous, à l'arrondissement, et dans la communauté aussi, c'est connu que c'est un quartier très défavorisé. C'est également un quartier très populeux. Donc, on parle d'environ 21 000 personnes sur 1 km². Alors, c'est très, très, très populeux. Il y a beaucoup de gens qui habitent là. Et puis, dans le fond, dans ce contexte-là, les conditions de vie sont effectivement très difficiles à certains moments. Et puis, ça fait en sorte que, à l'arrondissement, entre autres, ce secteur-là a été, en fait, il est ciblé par ce qu'on appelle une RUI. Alors, c'est une revitalisation urbaine intégrée. Ça fait en sorte que ça amène des fonds supplémentaires pour ce secteur-là, pour pouvoir aider les gens, pour mettre des projets en place, justement pour leur permettre d'acquérir des compétences, de se prendre en main, et puis aussi pour toute l'amélioration du cadre bâti. Donc, ça fait aussi partie de nos enjeux, parce qu'à Montréal-Nord, les infrastructures sont vieillissantes. Certains, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu d'investissement à l'intérieur de tout ça, et ça fait en sorte que c'est très vétuste. Alors, on doit investir. Donc, ce secteur-là est vraiment ciblé au niveau des interventions de l'arrondissement et de la communauté. Quand je parle de la communauté, c'est principalement des organismes communautaires qui sont très nombreux et très présents à Montréal-Nord. Très bien. Alors, on revient un peu à la stratégie qui a été adoptée par la police de Montréal. Beaucoup de gens ont mis un peu en doute cette stratégie, parce que certains l'ont compris comme une forme de démission devant cette violence-là. Ils ont laissé libre cours aux casseurs. Certains citoyens se sont plaints d'ailleurs, parce qu'ils ont vu que... vous, mairesse de Montréal-Nord, quelle serait votre directive d'une situation pareille pour la police de Montréal? En fait, je vous dirais que la mairesse d'arrondissement n'a pas acte pour donner des directives directement au service de police. Ça ne fait pas partie nécessairement des fonctions. Mais vous serez responsable quand même de la sécurité de vos citoyens, etc. Tout à fait. Donc vous aurez à rencontrer les chefs de police. Dans ce contexte-là, en fait, ce qui est à souligner, c'est que cette semaine, oui, il y a eu des bris au niveau matériel, mais vraiment au niveau humain, au niveau des personnes qui étaient présentes. On a eu un blessé à la fin qui s'est fait attaquer par 4 individus quand même, là, mais sinon, le reste de la manifestation quand même qui a été plutôt violente n'a pas eu de répercussions à ce niveau-là. Donc, ça aurait pu vraiment dégénérer davantage, et l'objectif était de faire en sorte que on n'ait pas plus de problématiques à ce niveau-là. Alors, de protéger finalement les citoyens, et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, pour les bris, c'était pas souhaitable, mais malheureusement, ça a fait partie donc, si je comprends bien, devant les casseurs, la police doit se retirer, elle doit laisser un peu le feu comme se consumer de lui-même, en fait, je dirais là-dessus, c'est des stratégies policières. Je ne suis pas policière, mais... Quelle serait votre position là-dessus? Vous, en tant que mairesse d'arrondissement, quelle serait la doctrine que vous préconisez face à ce genre de violence? Qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, là-dessus, comme je vous dis, le service de police est là pour faire son travail. Et puis, dans le fond, nous, on est là pour justement être là pour les citoyens, pour les écouter, pour tenter de faire en sorte qu'il y ait le moins de casse et qu'il y ait le moins de bris possible. C'est certaines personnes ne souhaitent ça, qu'il y ait des bris, qu'il y ait des voitures en flammes et que ça se retrouve le lendemain dans les journaux. C'est très clair. Et je suis convaincue que le service de police également ne souhaite pas ça. Mais en même temps, ils ont leur stratégie et nous, dans le fond, on doit les respecter. Très bien. Maintenant, vous avez déjà travaillé avec les jeunes, donc vous aussi, vous êtes présente sur le terrain depuis très longtemps, etc. On a parlé des gangs de rue, on a parlé de beaucoup de problématiques liées à la jeunesse. Est-ce que, au niveau de Montréal-Nord, est-ce qu'on manque de moyens, est-ce qu'on manque d'outils, justement, pour mieux encadrer ces jeunes-là? Bien, en fait, on aurait toujours besoin d'avoir plus de ressources, effectivement, parce que ce qui arrive, c'est que notre jeunesse à Montréal-Nord est nombreuse. On a beaucoup, un pourcentage très élevé de jeunes comparativement à d'autres arrondissements, comme on a un grand pourcentage d'aînés. Alors, c'est vraiment des caractéristiques très particulières de Montréal-Nord. Et dans le fond, la jeunesse, on a beaucoup de jeunes aussi issus de l'immigration, qui sont parfois en choc culturel ou qui ont un écart entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dans la rue. Donc, on voit beaucoup de ruptures, des fois, au niveau familial. Et ça fait en sorte que les structures, les associations qui sont là, communautaires, permettent justement d'accompagner cette jeunesse-là pour pouvoir aller plus loin. Est-ce qu'il faudrait avoir plus de ressources?
clairement, parce que notre jeunesse a des problématiques et je vous dirais, au-delà d'avoir plus de ressources, il faut s'organiser peut-être autrement, voir les choses autrement et parce qu'à quelque part, si on fait toujours les choses de la même façon, on a toujours les mêmes résultats. Alors des fois, il faut revoir, rebrasser un peu la soupe pour faire en sorte qu'on puisse échanger et voir d'autres stratégies justement pour pouvoir mieux répondre aux besoins des jeunes. Mais ce qui est certain, c'est que les problématiques que vivent les jeunes sont à l'image de notre communauté aussi, hein? Parce que si les parents ont des difficultés au niveau de l'emploi, au niveau du logement, là, on parle beaucoup de sécurité alimentaire, mais ça fait en sorte que justement, il y a des répercussions sur notre jeunesse. Entre autres, à certains moments, on voyait que les jeunes, quand ils arrivaient à l'école, à 5 ans, ils n'étaient pas prêts à entrer sur le pas sur le marché du travail. Ils n'étaient pas prêts à rentrer dans le milieu scolaire. Il n'y avait pas toutes les habiletés, finalement, pour pouvoir y entrer. Alors, il y a des projets qui se sont mis en place avec les organismes, mais est-ce qu'il faut en faire plus? Probablement, parce que, puis clairement, parce que notre jeunesse en a besoin. Le choix de la décision surtout de vous présenter comme ça comme candidate pour devenir mairesse d'arrondissement, ça a été motivé par quoi? En fait, je vous dirais que là-dessus, moi, ça fait 14 ans que je suis à Montréal-Nord. J'ai travaillé, en fait, au Centre des jeunes de l'Escale depuis 10 ans comme directrice, mais auparavant, j'étais animatrice et coordonnatrice. J'ai fait mon chemin tranquillement, pas vite. Et puis, ce qui arrivait, c'est que en tant que personne responsable au niveau d'un organisme jeunesse, j'avais une certaine limite, hein, parce que moi, mon cadre de travail était au niveau jeunesse. Je m'impliquais également beaucoup au niveau des organismes plus de concertation, donc entre autres notre table de quartier qui est Montréal-Nord en santé. Mais ce que je me rendrais compte, c'est que à certains moments, on ne pouvait pas aller plus loin. Alors, avec cette possibilité, parce que moi, vous savez, c'est M. Coderre qui est venu me chercher pour justement pouvoir devenir sa candidate pour son équipe à Montréal-Nord. Et puis, je voyais en cette proposition-là une opportunité en Nord de vraiment pouvoir aller plus loin. Parce que, en étant au pouvoir, finalement, parce que comme organisme communautaire, j'étais pas seulement en position de pouvoir, mais ça va me permettre d'avoir plus de canaux de communication avec nos ministères, avec justement d'autres fondations, d'autres organisations qui pourraient investir à Montréal-Nord et les convaincre finalement et leur dire qu'on a besoin d'eux pour justement aller plus loin. Alors, être en politique, ça va me permettre en fait de faire ces liens-là. Je suis une personne très rassembleuse qui veut justement beaucoup pour Montréal-Nord, mais je suis convaincue que l'arrondissement ne peut pas faire tout seul parce que nos moyens sont limités. Les sommes d'argent importantes ne sont pas à l'arrondissement. L'arrondissement va avoir surtout des équipements, peut soutenir les organismes et agir en tant que chef d'orchestre. Et comme mairesse, c'est ce que je souhaite faire. Donc, être un chef d'orchestre pour pouvoir justement amener tout le monde à travailler ensemble et amener d'autres ressources, d'autres gens de l'extérieur, peut-être à amener des idées différentes pour qu'on puisse aller plus loin. Quand on est maire d'arrondissement, même si on fait partie de l'équipe qui est au pouvoir, il y a une politique un peu générale du parti qui est établie par le chef, etc. Il y a des priorités, des stratégies qui sont choisies. Est-ce que vous allez les respecter, ces priorités-là et ces choix-là, même s'ils ne mettent pas sur la première ligne les intérêts de Montréal-Nord? En fait, je vous dirais que pour le moment... Il va vous dire, on va s'occuper d'abord des quartiers un peu plus prestigieux, etc. Montréal-Nord, c'est problématique, on va laisser ça pour la police et tout ça. En fait, moi, je vais défendre nos enjeux aussi à Montréal-Nord. Hein? Et vous savez, en plus, M. Coderre, c'est un homme de Montréal-Nord. Il habite déjà depuis 42 ans, je pense. Donc, ça fait 40 quelques années qu'il est dans le secteur. Alors, c'est ça le danger. Il a l'impression de bien connaître la situation. Alors, donc, il va dire, oui, mais on va faire ça. Il la connaît, mais en même temps, il m'a donné sa confiance. Alors, moi, je suis là. Et puis, là-dessus, dans le fond, je serai la mairesse d'arrondissement. Et c'est sûr que je vais rejoindre une équipe. Donc, on va travailler ensemble, toute l'équipe. Mais au fait, à Montréal, ça va mal un peu partout. Ce n'est la faute à personne. Ce n'est la faute ni à Coderre, ni à quelqu'un d'autre. Mais la ville en elle-même, elle ne va pas bien. Il y a, au niveau des quartiers, des arrondissements, il y a une régression. On peut le constater, les gens qui sont ici à Montréal depuis longtemps le voient chaque jour. Il y a une régression. Et pratiquement, les arrondissements, on les voit, ils sont devenus des petits royaumes avec des roitelets, ça et là. Comme on peut témoigner, par exemple, à Montréal, au centre-ville et tout ça. Donc, ça devient un peu lourd, ce type d'organisation-là, de la ville. Et tout le monde est en train de réclamer à la ville-centre un peu les mêmes privilèges. Et vous, donc, à Montréal-Nord,
alors que la tradition. Montréal-Nord était une ville à part, qui avait un maire très, très connu, qui avait de l'emploi, qui a dit comment vous allez faire justement pour reprendre cette... En fait, Montréal-Nord doit tout d'abord rayonner à travers la métropole. Hein. C'est comme ça aussi qu'on va s'en sortir parce qu'effectivement, à certains moments, on est très dans notre bulle à Montréal-Nord. Alors, il faut faire en sorte de rayonner, de sortir de l'extérieur de Montréal-Nord, que les gens aillent voir à l'extérieur et que l'extérieur vienne aussi à Montréal-Nord. Parce que Montréal-Nord, maintenant, fait partie de Montréal. On était fusionnés en 2002. Et puis, il y a encore un travail à faire justement pour s'intégrer à la ville. Et par rapport aux responsabilités de chaque arrondissement, en fait, une révision qui est en route actuellement, si je ne m'abuse, qui va justement revoir un peu les rôles parce que M. Ferrandez au plateau, en fait, n'est pas dans notre parti. Donc, c'est les problématiques qu'on connaît au plateau. Mais il n'y a pas que lui. C'est-à-dire, il n'y a pas que lui. Je dirais que Montréal va quand même bien, a été mis sur la map. Donc, avec M. Coderre qui est très présent à l'international. Et au niveau local, on travaille beaucoup au service aux citoyens pour faire en sorte qu'on aille répondre aux besoins que les gens ont. Vous trouvez qu'aujourd'hui, Montréal va bien? Montréal avance. Et puis, vous savez, l'économie mondiale est difficile en ce moment. Donc, c'est sûr que nous, il faut trouver des chemins pour justement se sortir de ça. N'importe quel touriste qui débarque ici, quand il va se promener dans les rues de Montréal, il a l'impression de circuler dans une ville qui a été bombardée, tellement justement nos chaussées sont complètement défaites. Ouais. Il y a beaucoup de laideur à Montréal aujourd'hui. Comparé aux grandes villes dans le monde, c'est devenu extrêmement laid, certaines parties de la ville. Et ça, justement, c'est dû au laisser-faire, au laisser-aller des administrations qui se sont succédées sur la ville de Montréal ici. Et à Montréal-Nord aussi, vous avez parlé justement de redonner un peu une certaine beauté à la ville, mais c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire, justement? En fait, à Montréal-Nord, justement, on a beaucoup de projets sur la carte parce que moi, je joins une équipe qui était déjà en place. Hein. On a 4 élus de l'équipe de M. Coderre qui sont là, Jean-Marc Gibault, Monica Ricourt, Sylvia Lobianco et Chantal Rossi, qui sont 4 élus de l'équipe. Alors moi, dans le fond, je veux joindre l'équipe qui est déjà en place pour continuer les projets qui sont en route parce qu'on en a plusieurs qui sont là. Qu'on parle du carrefour P9-Henri Bourassa, entre autres, qui est un grand chantier depuis de nombreuses années et beaucoup plus fonctionnel dernièrement parce qu'on a dû aplatir le viaduc qui était très dangereux. Donc, ça fait déjà quelques années. Et là, ça commence déjà à apparaître. Donc, le carrefour est beaucoup plus fonctionnel. Et on a un projet de centre sportif qui est justement prévu dans ce secteur-là pour faire en sorte de dynamiser cette entrée de ville qui est symbolisée avec notre grande roue à Montréal-Nord. Et puis, on parle justement d'embellir tous les projets d'infrastructure à Montréal-Nord. On a entre autres les projets dans des chalets de parc de piétonisation dans le secteur nord-est. Alors, il y a vraiment des projets de corridors verts, en fait, qu'on appelle. Donc ça se trouve avec quelques projets, des intersections d'industriels. Il y a déjà des projets qui sont en cours, qui sont en route. Alors, il faut les faire continuer, hein, les faire avancer, parce que de tout changer à ce moment-ci, je ne pense pas que ce serait stratégique pour Montréal-Nord. Mais en même temps, il faut accélérer puis avoir de l'énergie puis du guts, ce que je pourrais dire, pour pouvoir aller plus loin puis aller cogner à des portes pour leur dire que nous, à Montréal-Nord, on a des besoins. Alors, tout ça, bien sûr, dans une harmonisation avec la ville de Montréal, mais en même temps, à Montréal-Nord, on a une situation particulière qu'on ne connaît pas à l'extérieur. Très bien. Les relations de la ville avec ses employés, avec toutes les renégociations des retraites et tout ça, est-ce que vous avez les mêmes positions que votre chef? En fait, là-dessus, moi, je suis M. Coderre avec les informations que je possède pour le moment. Il y a quelques dossiers que je vais devoir m'approprier parce que, comprenez, je suis en campagne depuis 4 semaines, donc je ne connais pas encore tous les dossiers. Ce sera des choses que je devrais m'approprier, entre autres, ces dossiers-là. Mais M. Coderre a ma confiance et puis quand c'est pour le bien de la population, et je suis persuadée que les décisions qu'il a prises, c'était dans ce contexte-là. Donc, si c'est le cas, je vais aller de l'avant avec lui. Est-ce que vous, en tant que maire d'arrondissement de Montréal-Nord, est-ce que vous connaissez déjà vos priorités? Quelles seraient, si on devait le faire aujourd'hui, quelles seraient vos 2 premières décisions dans les 100 jours au pouvoir? Je n'irai pas dans les premières décisions, mais ce que je vais vous dire, par contre, c'est mes priorités à Montréal-Nord seront le développement économique. Donc, le développement économique qui doit passer, justement, entre autres, on parlait du boulevard, des
des deux zones industrielles qui sont à Montréal-Nord, également la rue Charleroi, qui doit vraiment avoir une nouvelle vitalité pour pouvoir aller plus loin. Et puis, donc, de vraiment soutenir plus nos entrepreneurs qui sont là. On a des organisations qui sont très bien, comme la Chambre de commerce d'ailleurs, qui est là. Et puis, au niveau, ensuite, la deuxième priorité, ce sera au niveau du développement social, parce qu'on connaît, on a beaucoup, on le sait, à Montréal-Nord, beaucoup d'enjeux sociaux qui ont des répercussions, finalement, dans notre communauté. Et puis, à ce niveau-là, moi, j'avais la main dans la pâte déjà depuis 14 ans et 10 ans plus comme directrice et comme vice-présidente de Montréal-Nord en santé, comme membre du conseil d'administration, qui est notre table de quartier. Donc, je connais bien les 8 enjeux, les 7 ou 8 enjeux, là, parce qu'il y en a un 8e qui devrait se rajouter prochainement, qui font justement en sorte que on a ciblé, en fait, on était environ 140 partenaires et citoyens assis ensemble à justement cibler quels étaient nos besoins. Alors, il y a un grand plan d'action qui est mis en place. L'arrondissement à l'intérieur de ça, je le rappelle, va être un leader et puis c'est ce que je vais avoir comme rôle finalement dans tout ça. C'est que la communauté n'a pas besoin de se faire consulter encore. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on a des consultations et des consultations. Les gens de Montréal-Nord veulent des actions. Alors, au niveau du développement social, les pistes sont là. Moi, ce sera d'aller voir justement où sont les besoins des organisations qui sont là et d'aller cogner à des portes. Et de notre côté également, l'arrondissement peut mettre en place certaines initiatives, justement, octroyer des fonds pour des priorités, entre autres pour les jeunes. On a un programme justement pour aider 5000 jeunes là, qui est en cours actuellement. Et puis, c'est ça. Donc, 5000 jeunes, vous allez les aider comment? Justement, pour faire un suivi intensif avec eux, justement avec le Carrefour Jeunesse Emploi, et puis il y a d'autres organisations également qui sont impliquées dans cette démarche-là. Mais l'idée est vraiment de faire en sorte que les jeunes aient un filet de sécurité autour d'eux, hein, parce que l'adolescence est une période où les jeunes se questionnent beaucoup, qui sont à la recherche de qui ils sont, qui veulent justement tester, aller voir quels sont les éléments qu'ils aiment, quels sont les éléments qu'ils n'aiment pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment intensifier notre travail parce que souvent, ils ne sont pas à la maison. Ils sont à l'extérieur et puis, dans ce contexte-là que nous, on doit être très présents. Quand vous étiez justement à l'organisme L'Escale, vous avez été directrice donc, de cet organisme-là pendant 10 ans, vous m'avez dit. Oui. Quelles sont les choses qui vous ont marqué durant cette période-là? Les choses qui, quand vous vous leviez comme ça le matin, vous dites, ah ça c'est vraiment quelque chose qui marque. C'est une grande question. Quelles sont pendant ces 10 ans-là les choses que vous avez vraiment remarquées? Mais il y en a plusieurs en fait. Là. La première chose où je dirais, c'est les jeunes, à quel point souvent il faut croire en eux. Alors je pense que c'est la chose qui me marque le plus, qui m'a marqué le plus, parce que les jeunes, en fait, des fois arrivaient dans des moments de leur vie où j'ai vu certaines fois des jeunes qui étaient éteints, c'est comme ça que je le dis, donc qui n'avaient pas de projet, qui étaient dans le début vingtaine et qui ne savaient pas nécessairement où ils allaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, quel type d'emploi ils voulaient aller, et ils n'allaient plus à l'école, ils restaient à la maison à jouer sur le PlayStation, parfois à consommer, et puis dans ce contexte-là, c'est vraiment de leur redonner de l'espoir, de souffler un peu sur les cendres qui sont là, et on les voit vraiment rayonner. Et puis, à certains moments, je peux peut-être donner un exemple qui a été marquant, c'est le Gala des Bravos, parce que c'est une initiative que j'ai mis en place. On fêtait la 5e édition cette année, au mois de février. Et puis, ça a été un moment vraiment, c'est des moments magiques, parce que c'est des jeunes, l'Escale qu'on recevait, qu'on reçoit toujours, en fait, là, je suis en congé présentement, mais l'Escale reçoit en fait des jeunes qui n'ont pas des parcours faciles, qui ont souvent eu des obstacles et qui ne suivent pas le chemin qu'on connaît, donc secondaire 1 à secondaire 5, qui finissent le cégep. Alors, ça se passe pas comme ça. Donc, c'est des jeunes qui ont des embûches, et puis nous, dans le fond, il faut les aider. Et puis, malheureusement, ils se font souvent dire qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas capables. Et comme ils ne terminent rien, ça fait en sorte qu'à la fin, ils ne croient plus en eux. Alors, nous, de notre côté, notre travail, ça a toujours été de leur dire qu'on croyait en leur potentiel, même si des fois, ils ne prenaient pas les bons chemins. On leur disait, reviens, et puis on croit en toi. Et c'est à ce moment-là qu'on les voit rayonner. Et au Gala des Bravos, c'est vraiment ce qu'on voyait à chaque année, parce que les jeunes, dans le fond, devaient venir habillés chic. Donc, c'était une soirée glamour, où la salle était composée non pas de jeunes, mais d'adultes. Donc, d'adultes de la communauté, des organismes, la Chambre de commerce. On avait d'ailleurs, à la dernière édition, 10 personnes de la Chambre de commerce, des entrepreneurs de Montréal-Nord, qui sont venus voir la jeunesse, finalement, de notre quartier et venir les soutenir. Donc, les jeunes recevaient, dans le cadre de cette soirée-là, une trousse. Puis dans la trousse,
on avait un diplôme, une lettre de référence, des lettres de confirmation de bénévolat, des lettres de félicitations des élus. Donc, c'était vraiment une boule d'énergie, finalement, qu'on leur donnait pour faire en sorte que ça soit des outils concrets pour qu'après, quand ils cherchent un emploi, qu'ils puissent dire, ben moi, j'ai fait du bénévolat, moi, je me suis impliqué. Et puis, à ce moment-là, ça fait déjà un plus qu'un jeune qui n'a pas fait ça. Alors, par ces soirées-là, où des jeunes qui, on savait qu'il y avait des difficultés très grandes à l'école, etc., on les voit rayonner et être très positifs. Et par la suite, souvent, ça donne un petit coup de pouce pour reprendre le chemin et aller plus loin. Donc, je vous dirais, l'élément marquant, majeur, c'est quand on croit aux jeunes, à leur potentiel, on est vraiment capable d'aller très, très loin avec eux et de pouvoir changer leur vie. Donc, c'est vraiment ça. Très bien. Alors, on va faire une petite pause et on vous revient tout de suite après pour conclure avec Mme Christine Black, qui est candidate donc, pour le poste de mairesse d'arrondissement Montréal-Nord. On vous revient tout juste après. Merci. Toujours avec notre invitée, Mme Christine Black, candidate donc à la mairie d'arrondissement de Montréal-Nord. On va reprendre un peu notre discussion. Nous allons parler maintenant, Mme Black, des communautés culturelles dans votre arrondissement. Oui. Elles sont nombreuses, c'est assez diversifié. Oui. C'est à peu près l'ONU chez vous. Tout à fait. Avec toutes les Tout à fait. Puis je vous le confirme, parce qu'à chaque porte que j'ouvre, on fait beaucoup de porte-à-porte dans une campagne, ouais. C'est toujours quelqu'un d'origine différente. Alors, très bien. Donc, ces réalités qui sont liées un peu à l'immigration, ce sont aussi des réalités complexes, parce qu'il faut développer des méthodes de communication, de liaison qui sont un peu différentes de ce qu'on peut voir au centre-ville de Montréal ou à Outremont ou ailleurs. Est-ce que vous êtes consciente justement de la spécificité de la présence de ces communautés-là au niveau de votre arrondissement? Clairement, en fait, je vous dirais que juste par notre présence, ma présence au Centre des jeunes L'Escale, ça me permettait de voir justement toute notre bel arc-en-ciel finalement de tout le monde qui habite Montréal-Nord, parce qu'à L'Escale, on recevait des jeunes autant de la communauté haïtienne, québécois de souche, latino, maghrébine également, énormément. Alors, Montréal-Nord est vraiment un beau symbole du vivre ensemble, parce que les gens, on a beaucoup de gens qui habitent ensemble et qui cohabitent très bien. Et tout ça se fait dans le dialogue et dans la communication. C'est certain qu'il faut continuer à travailler en ce sens-là. Et puis d'ailleurs, dans les écoles, c'est ce qui se passe aussi. On a des jeunes de plusieurs origines qui sont là. Très bien. Ce que nous avons remarqué, et comme je vous le disais durant la pause, il y a des études qui ont démontré que ces communautés culturelles-là sont sous-représentées au sein de la fonction publique québécoise, qui reste dominée totalement justement par des Québécois de souche. Historiquement, on peut l'expliquer, donc il y a des raisons qu'il faut que la chose soit comme ça. Mais en même temps, au niveau de la ville de Montréal, la situation ne s'améliore pas non plus. Malgré toutes les promesses qui ont été faites par les différents maires, et je dirais même malgré tous les efforts qui ont été faits, etc., ça reste quand même en deçà des attentes. Est-ce que vous avez déjà pensé à des mécanismes qui pourraient permettre à ces communautés-là de... En fait, là-dessus, je vous dirais que c'est des dossiers que je connais un peu moins au niveau de la fonction publique. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que de mon côté, j'ai une grande sensibilité pour les communautés culturelles parce que justement, je sais à quel point ça peut être complexe de trouver un emploi quand on arrive ici au Québec. Et d'ailleurs, j'ai pu donner plusieurs chances à plusieurs nouveaux immigrants de par ma présence à l'Escale, parce que oui, on aidait les jeunes, mais étant une personne qui aime beaucoup aider les gens, j'aidais aussi mes employés. Alors, j'ai des success stories d'ailleurs, des employés qui sont venus chez moi, en fait, à l'Escale pour travailler. C'était leur premier emploi. Et en ayant un premier emploi, souvent, ça donne le tremplin pour pouvoir aller chercher un deuxième. Et certains sont devenus directeurs par la suite d'autres organisations où on peut se frayer un chemin parce que, justement, l'expérience québécoise était là. Alors, est-ce qu'on a du travail à en faire encore au niveau de la fonction publique, au niveau du système québécois de façon générale? Clairement. Et puis, ce débat-là, je pense, est toujours à poursuivre. Et il y a beaucoup de formations qui se donnent. Je pense que ça doit se poursuivre en formation interculturelle pour les employeurs, pour que les employeurs puissent embaucher, justement. Mais au-delà des formations, il faut que les actions se mettent en place aussi. Et c'est là, des fois, que ça devient complexe parce qu'on a des perceptions, on a des préjugés. Et puis, à ce moment-là, il faut continuer à mettre des efforts en ce sens-là. Et également, au niveau des communautés immigrantes également, parce que
souvent la personne arrive avec son parcours, avec ses références finalement de son pays d'origine. Et malheureusement, ici au Québec, on a nos codes, nos codes culturels également. Ce qui fait en sorte que ce travail mutuel qui se fait, et je pense beaucoup que par les organisations, on a une place importante à soutenir finalement ces organisations-là pour qu'on puisse créer de l'emploi. Et par mes exemples que j'ai pu faire à l'Escale, là-dessus, pour moi, c'est très important. Quelles mesures seront mises en place? Ça, je vais devoir vraiment m'approprier ces dossiers-là pour pouvoir aller plus loin et pouvoir justement essayer de comprendre d'où vient cette situation-là, puis quelles sont les problématiques justement quand les gens tentent d'entrer et où est-ce que ça bloque. Donc, c'est vraiment ça. Très bien. Maintenant, quand on parle de ce poste donc, de maire d'arrondissement, quel est l'élément clé que vous avez, vous, et que les autres candidats ou candidates n'ont pas, et qui devrait vous permettre à vous d'être meilleure mairesse que les autres? Oui. En fait, là-dessus, il y en a pas mal. Parce que je vous dirais que, premièrement, moi, j'aime Montréal-Nord. Alors, c'est vraiment... J'ai adopté Montréal-Nord quand je suis arrivée en 2002 parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'extérieur. Est-ce que vous habitez réellement à Montréal-Nord ou vous avez juste une adresse là-bas? Moi, j'y travaille, en fait. OK, c'est ça. C'est ce qui vous permet en fait, j'habite tout près. Je suis à Rivière-des-Prairies, là, à quelques pas de Montréal-Nord. C'est voisin, oui. Mais c'est voisin. C'est 5 minutes, puis je suis rendue. Alors, mais j'ai vraiment adopté Montréal-Nord quand je suis arrivée en 2002. Donc ça, j'aurais pu quitter à plusieurs moments, mais je sais que quand je suis à Montréal-Nord, je fais vraiment une différence parce que les gens ont moins de possibilités pour plein de raisons. Et quand je fais une action finalement avec l'Escale, ça je le savais, je le voyais clairement que le jeune que j'amenais en camp ou qu'on trouvait des fonds pour l'aider pour faire telle ou telle activité, bien pour lui, la différence, ça faisait toute une différence. Alors que les jeunes qui sont plus favorisés à ce moment-là, bien, il y en a d'autres possibilités. Alors, vous savez que vous n'allez pas travailler avec les jeunes seulement. Tout à fait. Mais avec la population, puis la population, c'est là que je dis justement d'aller faire en sorte de me creuser la tête pour trouver quelles sont les bonnes solutions pour Montréal-Nord. Et puis, j'étais là à Montréal-Nord depuis 14 ans. J'étais là avec oui, les jeunes, mais en même temps, on faisait beaucoup d'activités aussi avec d'autres partenaires, que ce soit les aînés, que ce soit les gens qui avaient des problématiques au niveau de la santé mentale. Donc, on faisait beaucoup de jumelage avec les autres aussi. Et ma présence sur les tables de concertation, dont Montréal-Nord en santé, m'ont permis de connaître aussi tous les enjeux. Donc, ça aussi, c'est une autre force que j'ai parce que j'étais là, j'avais la main dans la pâte, je connais les enjeux. Et en plus, eh bien, je suis une femme qui a beaucoup d'énergie, qui est très travaillante. Et puis, j'ai une capacité d'être une leader. Et puis, moi, dans le fond, c'est ce que je veux être à Montréal-Nord. Une leader, une personne qui va défendre les intérêts de Montréal-Nord sur la place publique et en même temps d'aller cogner aux bonnes portes, justement, pour qu'on ait notre juste part. Très bien. Alors, le dernier mot, je vous le laisse à vous. Oui. Votre caméra pour vous adresser aux électeurs. Alors, pour tous les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, ce que je veux vous lancer comme message, c'est que moi, je vais être là pour tous les Nord-Montréalais. Vous avez pu m'entendre depuis tantôt avec mes priorités qui sont le développement économique, le développement social, tout le vivre ensemble, finalement. Alors, moi, je veux vraiment être là pour tout le monde, peu importe votre communauté. Et puis, dans le fond, ce sera ensemble qu'on va arriver à travailler. Quand je dis ensemble, c'est autant les citoyens, les organismes, le monde politique, le monde institutionnel, économique en plus. Alors, ce sera vraiment en équipe qu'on va réussir à faire en sorte que Montréal-Nord arrive à surmonter ces enjeux et qu'on puisse parler en bien dans les prochaines années. On en parle déjà en bien, mais il faut le faire encore plus. Alors, je vous invite à aller voter. Le vote, en fait, par anticipation a lieu le 17 avril prochain, donc dimanche qui arrive, et également le 24 avril, qui est le jour du vote officiel. Alors, c'est un rendez-vous et je vous invite à voter pour moi. Merci. Voilà, merci beaucoup, Madame Christine Black. Donc, nous, on vous souhaite bon courage avec ce qui vous reste de la campagne électorale. Et on invite, nous aussi, les gens à aller voter. C'est très important d'aller voter. Il ne suffit pas seulement de critiquer ou d'exprimer sa colère par rapport à certaines choses qu'on voit. La seule manière d'agir sur la politique, c'est d'aller voter, surtout pour nous qui ne faisons pas de la politique. Donc, votez, le 17 avril et puis le 24 avril, le 17 pour les gens qui vont faire le vote par anticipation, le 24 c'est le jour du vote. Nous, on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Comme d'habitude, d'ici là, gardez le sourire, c'est très important. Bonsoir.